Alors bonjour à tous, je suis Luc Burté, je travaille actuellement donc, à Burgeab dans l'équipe de Timothée. Je vous présente aujourd'hui donc, une synthèse des processus de colmatage des doublés géothermiques superficiels. Donc, les processus de colmatage, c'est des phénomènes physiques ou chimiques qui ne sont pas forcément qui ne touchent pas forcément que les doublés géothermiques superficiels, mais qui peut toucher des forages comme des forages de production d'eau potable ou des forages de rabattement de nappes qu'on utilise en contexte de construction ou minier. Cette synthèse, elle avait été réalisée durant mes travaux de thèse dans le cadre du projet GeoClogging qui a été réalisé entre 2014 et 2018 sous financement de l'ADEME et réalisé donc, quand j'étais chez Antea Group en collaboration avec donc le laboratoire de géosciences Rennes et l'entreprise de forage Chamfort. Donc, le but de ce projet initialement était donc à travers différents axes, d'aboutir à une synthèse des processus et une définition des facteurs de risque pour pouvoir prévenir des problématiques que pouvait rencontrer le doublé après sa réalisation. Donc à travers donc, des investigations pluridisciplinaires qui ont été menées sur des doublés présentant des problèmes, à travers une étude bibliographique de littérature scientifique qui est assez fournie dans l'étude de ces processus, et à partir des études, des retours d'expérience des partenaires du projet GeoClogging, donc de Sanfort et de différentes autres bases consultées. Donc ça, je vais passer assez vite. Donc sur les processus qui nous ont intéressés, donc sont, on va dire, rencontrés par les doublés superficiels, donc en dessous de 200 mètres de profondeur. Au-delà, on va rentrer dans d'autres types de problématiques. On va dire plus on a des températures qui sont élevées, plus on va avoir des réactions liées à la nature du fluide, aux différentes phases présentes qui peuvent donc induire entre des températures entre 10 et 30 degrés Celsius. Donc en gros, ça va être exactement les mêmes problématiques qu'on va rencontrer sur du forage d'eau. Donc, ouais. Ouais, on va y aller. Donc en fait, les processus de colmatage en géothermie vont toucher différents organes. Là, sur ce graphique, j'ai représenté un doublé géothermique classique avec une partie captante, le forage de pompage, les différents systèmes de filtration, l'échangeur qui va venir faire l'échange calorifique entre le circuit primaire et le circuit secondaire, et au final, le forage de réinjection qui vient recevoir donc tout le débit qui a été prélevé. Et l'ensemble de ces organes, on va le voir plus tard, vont être concernés par ces problématiques si elle a lieu. En fait. Donc, pour la suite. Donc, juste pour assez rapidement, donc on voit que j'ai repris la cartographie de la FPG, donc des différents doublés sur nappe. On voit que les différents doublés vont se retrouver dans différentes zones géographiques au niveau du bassin parisien, enfin de l'Île-de-France. Et également, je vais présenter des cartes juste après, si tu veux passer. Donc là, ce qu'on peut voir, donc on a plusieurs zones où se concentrent les doublés géothermiques historiquement, parce qu'on se trouve au sein des gros pôles, des grosses métropoles. Donc à Paris, sur les 200 premiers mètres, on va avoir quand même une diversité lithologique qui vont des sables au calcaire, et donc chaque diversité lithologique en fait va venir à induire, enfin on peut avoir ça va influer sur la nature la problématique de colmatage. Sur la suite, par exemple là on est en Alsace. On a sur le graphique, sur la cartographie, on a les différents doublés géothermiques réalisés donc en 2015, enfin jusqu'à 2015 présentés sur cette carte. En fait, là, on vient exploiter la nappe alluviale du Rhin qui a sa propre chimie, sa propre lithologie, et donc du coup, ces exploitations vont pouvoir rencontrer des différentes problématiques en lien avec ce milieu spécifique. Sur la diapositive suivante, on est sur la métropole lyonnaise, où on est aussi sur une exploitation d'une nappe alluviale, avec sa relation avec le Rhône, et donc une nature clastique qui va être aussi, qui va induire on va dire,
des problématiques d'exploitation vraiment spécifiques à ce milieu-là. En fait, c'est tout ça pour dire que les doublés vont venir se distribuer sur l'ensemble de la France avec une diversité de leur nature, enfin de l'aquifère, que ce soit sur la partie hydrologique, mais sur la chimie des eaux en elles-mêmes. Toutes ces installations, en fait, leur pérennité, elle est conditionnée elle est conditionnée par le maintien des capacités de production, donc le maintien de la performance des forages de production, mais également de la pérennité des forages de réinjection et donc de leur maintien, de leur capacité, de leur injectivité. Si on n'est plus capable de réinjecter ce qu'on prélève, la géothermie est à l'arrêt et c'est l'abandon de l'installation. J'ai rajouté aussi qu'au final, on est quand même capable d'exploiter, enfin, c'est un peu vite, maintenir une exploitation, enfin, venir réhabiliter l'installation, c'est toujours faisable, mais derrière, ça engendre des coûts qui peuvent être importants, et ces coûts supplémentaires qui ne sont pas forcément évalués au stade initial du projet dans la performance économique du projet, en fait, on peut venir totalement renverser cette performance économique dès lors qu'on intègre un coût de maintenance qui est finalement insoutenable. Cette pérennité elle est remise en question par ces phénomènes de colmatage. Donc, une des conséquences illustrées ici, c'est le débordement, on va dire la mise en pression de la réinjection. Donc, ce qu'on peut voir sur ce forage, c'est qu'au final, au départ, on avait une injectivité qui était bonne, vu qu'on n'avait pas forcément d'injection sous pression, mais le phénomène de colmatage ont fait que l'injectivité a diminué et on se retrouve à avoir une mise en pression trop importante de l'injection et un arrêt parce qu'on n'est plus capable de pousser suffisamment, ou il y a trop de risques de venir pousser plus fort pour la pression admise par les canalisations ou par rapport à la cimentation ou autre. Et donc cette baisse d'injectivité nécessite derrière donc des travaux de réhabilitation et de nettoyage qui ont un impact économique. Et potentiellement, la maîtrise d'ouvrage n'est pas forcément capable d'aller porter sur ses épaules ce surcoût lié à l'exploitation. Pour illustrer juste avec des données, là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est des chroniques de débit spécifique, donc qui est l'indice de productivité ou d'injectivité du forage. Donc là, c'est sur 2 forages d'injection. Ce qu'on peut voir sur le graphique du haut, c'est qu'on a un maintien du débit spécifique sur toute la durée d'observation, ce qui montre qu'on a un fonctionnement qui est plutôt pérenne. Et on est plutôt content d'avoir ce genre d'observation parce qu'on se dit, bah voilà, là ça va rouler, ça va très bien rouler. Sur d'autres installations, là par exemple en dessous, on peut voir sur un injecteur qu'on a différents cycles de baisse d'injectivité. Donc le débit spécifique a tendance à diminuer et arrivé à un certain seuil. Là par exemple, on a commencé à injecter sous pression, on n'était plus capable de pousser suffisamment. On a mis en place des travaux de réhabilitation qui permettent de revenir certes aux caractéristiques initiales, mais progressivement on a une baisse observée de l'injectivité. Donc c'est quand on multiplie ce nombre de cycles, ça multiplie les travaux de réhabilitation, donc du coup le coût s'additionne et peut être problématique pour la survie même économique de l'installation. Donc, les retours d'expérience qu'on a en regardant ces processus, c'est qu'on a quand même une difficulté d'anticiper initialement l'apparition de ces désordres dès les premiers stades. Pour certains projets, on a surtout une rapidité dès les premiers mois où on observe les impacts de ces processus sur la pérennité de l'installation. Et on peut avoir, lorsqu'ils apparaissent, une difficulté de venir apporter les moyens pour traiter ces problématiques. Alors, les processus de colmatage, il y en a une diversité que je vous présenterai par la suite. Elle est dépendante du contexte géologique et hydrogéologique où se positionnent les forages. Cette variabilité des contextes géologiques et hydrogéologiques induit une variabilité des conditions chimiques et biologiques concernées par les forages. Moi, je vais passer les graphiques, pas forcément le temps. Donc, dans ces différents processus, pendant la thèse, on a défini 4 familles. Le colmatage physique, qui est lié à la mobilisation de fines pendant l'exploitation. Le colmatage chimique, qui est lié à la précipitation des carbonates.
le colmatage biogéochimique, qui est en lien avec du coup la formation de biofilms par les bactéries du soufre, enfin du cycle du soufre, et le colmatage biogéochimique en lien avec la précipitation du fer et du manganèse dans l'installation. Ces 4 cycles, en fait, enfin ces 4 processus induisent une production ou une mobilisation de dépôts qui va venir donc du coup se concentrer dans différents organes et induire une baisse de la porosité, la perméabilité dans l'injecteur et une baisse des performances. En gros, pour résumer. Donc pour chacun des processus, donc là c'est juste sur les recensements qui avaient été faits lors de la thèse sur différentes installations. Sur les installations qui avaient des problèmes d'exploitation en lien avec du colmatage, ce qu'on pouvait voir, c'est que les problématiques apparaissaient en majorité avant la première année, enfin avant 1 an d'exploitation. Donc après, on était sur du 2 ans jusqu'à, on va dire, tout ça pour dire qu'en fait, l'apparition, dès qu'il y a vraiment un contexte qui va générer du dépôt, on l'observe très tôt, très tôt, en termes de baisse d'injectivité. Donc là, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'on a différentes composantes sensibles au sein de la boucle primaire donc géothermale. On va avoir en haut à droite un filtre, par exemple, là, qui est recouvert de ces bactéries du cycle du soufre. En dessous, on va avoir l'échangeur thermique, l'échangeur à plaques, qui est un composant majeur de la boucle géothermale, parce que c'est celui qui va permettre finalement de venir capter les calories, de venir échanger les calories avec la nappe, parce que c'est celui qui se retrouve finalement entre la PAC et les forages. Et avoir ces dépôts qui se forment dans le réseau géothermal, en fait, on vient finalement augmenter les pertes de charge, baisser le débit qui va être possible de faire circuler dans cet échangeur, mais on va aussi venir baisser les performances d'échange de chacune des plaques de l'échangeur à plaques. Et au final, ce qui est le plus embêtant aussi, c'est le forage de réinjection qu'on voit sur la photo en bas. Et là, en fait, on va venir finalement bloquer l'entrée des crépines, bloquer la porosité dans le massif de gravier. On va venir donc réduire cette porosité et donc réduire l'injectivité, la capacité du forage à venir réinjecter les 50 m3, 80 m3 de la GMI. Et donc voilà, pour le tour. Donc pour les différents processus, pour aller assez vite, donc on a le physique, où là, le débit de production, en fait, on va venir mobiliser, en débitant le forage de pompage dans un aquifère qui va être clastique, type les sables de Fontainebleau, les sables de l'Yprésien. On va venir donc mobiliser un peu de sable, ces argiles, et on est sur des particules qui sont micrométriques, qui ne sont pas forcément traitées par les systèmes de filtration qu'on place de façon visuelle. Et ces particules vont venir se mettre dans leur destination qui va être finale, qui est le forage de réinjection. Donc on peut voir sur les photos les crépines qui sont totalement obstruées par ces dépôts minéraux qui sont en lien avec la constitution de l'aquifère. Sur la suite, on a le colmatage chimique, donc qui est la précipitation des carbonates dans les organes de la boucle. En fait, cette précipitation des carbonates, elle se met en place parce qu'on a une déstabilisation de l'eau souterraine qui a l'équilibre chimique avec les matériaux. Donc là, c'est pour les aquifères type carbonaté, le calcaire grossier, la craie, surtout la craie d'ailleurs. Et donc l'augmentation de la température de l'eau géothermale quand on fait de la climatisation, va venir perturber l'équilibre des carbonates, et on va venir précipiter à plus ou moins grosse échelle ces carbonates et venir combler, comme on peut voir sur les photos, les ouvertures des crépines dans le puits de réinjection. On peut avoir aussi, quand la température, quand on ne respecte pas forcément les bonnes conditions de température en mode climatisation et qu'on va venir réchauffer l'eau de façon au-dessus de 32 degrés, 28 degrés, ou avoir une mauvaise gestion de la production thermique, on peut voir dans les échangeurs des plaques de carbonate bien indurées. Et là, c'est vraiment un indicateur on a fait un peu n'importe quoi en termes de température en mode climatisation. Donc pour la suite, pour le biogéochimique, là, je ne vais pas forcément m'étendre, c'est un peu complexe, mais en gros, on a eu un aquifère qui est réduit.
qui présentent beaucoup de sulfate, comme on peut voir par exemple pour les calcaires grossiers ou pour l'yprésien dans le centre parisien. Et le fait d'aller exploiter cet aquifère réduit et engendrer des nombreux cycles de désaturation, de resaturation au niveau du forage, on va venir apporter de l'oxygène. Et dans ce processus-là, en fait, les petites bactéries adorent ces milieux un peu hétérogènes où on va être à l'interface entre un milieu réducteur et un milieu oxydant. Et c'est là que dans ces milieux à l'interface, elles vont se produire du biofilm très dense et très peu perméable. Et à la fin, ça finit en forage de réinjection sur les filtres. Et là, on a donc les problèmes qu'on a pu présenter précédemment. Et enfin, donc, on a les processus liés au fer en manganèse qui sont au final qui est la problématique majeure finalement, mais parce que c'est celle qu'on rencontre le plus en France, donc, qui est en lien avec la présence de fer ou de manganèse réduit dans l'aquifère. Ce manganèse, donc ce fer Fe2+, ou ce manganèse Mn2+, en fait, réagit avec l'oxygène par voie biologique. Et derrière, en fait, les bactéries utilisent cette réaction pour tirer l'énergie, pour se développer. Et la résultante, c'est qu'on a des biofilms qui sont composés d'exopolymères et d'oxyde de fer ou de manganèse. Et ce qu'on peut voir en fait sur ces photos-là, c'est ces gros encroûtements, ces emboulages dans les canalisations, ou comme on peut voir en dessous, là sur la pompe, avec des dépôts de manganèse. On peut passer sur la suite. Donc là, c'était juste une image. En fait, vous, ce que vous voyez dans vos installations, qu'on a pas mal de bouts, en fait, quand on met un microscope sur ces bouts-là, on voit qu'en fait, c'est constitué de ces bactéries. En fait, là, on a type des bactéries, enfin des gangs torsadés caractéristiques de Gallionella, où on a des tubes creux caractéristiques du Leptotrix. En fait, c'est les biofilms qu'on peut voir dans les forages. C'est formé de ces amas de bactéries qui vont être accordés par ces exopolymères. Et ça, en fait, ça a une perméabilité qui est très faible, et ça vient totalement remplir les pores et les entrées de crépine. Et elles adorent ce milieu-là qui est ouvert en flux. Il y a du flux, donc du coup, il y a du nutriment, et donc on se développe. Pour le fer et le manganèse, ce qui est un peu embêtant, en fait, c'est que souvent les problématiques, elles arrivent dès le forage de pompage, et donc du coup, on a un impact qui est généralisé sur la boucle, que ce soit sur les filtres, les échangeurs et le forage de réinjection. Là, ce qu'on peut voir, en fait, sur le forage de pompage, généralement, dans les problématiques de colmatage, les forages de pompage, c'est les plus résilients, parce que les dépôts qu'on va pouvoir produire, on va les venir les mobiliser, et ils vont passer par les filtres, les échangeurs et l'injecteur, qui est le point final. Là, si on passe sur la suite, ce qu'on peut voir en fait sur la vidéo, c'est que le forage de réinjection, lui, est beaucoup plus sale que le forage de pompage. Là, ce que je vous montre, en fait, c'est tous des sites où il n'y a pas forcément de rétrolavage. Ce qui est bien, c'est quand le rétrolavage est mis maintenant de façon systématique sur les installations de géothermie, et on est capable donc d'aller quand même assez bien pérenniser le forage de réinjection, ou en tout cas augmenter sa durée de vie avant un nouveau lavage, de nouveaux travaux de réhabilitation. Donc voilà, donc là je vais peut-être passer un peu vite, c'est juste pour montrer un peu dans les processus. En fait, comme je disais, il y a plusieurs contextes chimiques. Le cil doublé, par exemple, est à proximité d'un cours d'eau, si la nappe est en relation avec ce cours d'eau, on peut avoir en fait une alimentation on va dire de cette masse d'eau superficielle vers la nappe. La masse d'eau, elle est riche en matière organique, mais elle est riche en oxygène, elle peut être riche en matière organique. On peut donc avoir à cette interface des processus physico-chimiques qui vont soit solubiliser du fer, soit venir apporter finalement de l'oxygène qui n'aurait pas été dégradé. Et en fait, comme notre doublé a été positionné à l'interface entre ces deux milieux, on a de la réactivité qui se crée. Et comme je vous le disais, les bactéries, elles aiment bien ces milieux à l'interface. Donc, pauvres en oxygène, mais quand même riches en fer ou moyennement riches, parce qu'on peut avoir des problématiques avec des concentrations en fer qui peuvent être quand même assez faibles. Mais dès qu'on est à l'interface, on a un milieu qui est hétérogène, et la biomasse adore ça. Donc, un autre
contexte, là par exemple sur une nappe libre, on va avoir des cycles de fonctionnement, des arrêts-marches assez fréquents, avec des cônes de rabattement qui peuvent être assez forts parce qu'on a une perméabilité, une transmissivité qui est assez faible. Bah là, le fait d'avoir ce battement de nappe anthropique va venir qu'on va avoir, pareil, on va créer une interface avec un milieu qui va être progressivement enrichi en oxygène et on va créer de la réactivité. Et enfin, ce qu'on peut observer aussi, c'est une stratification chimique naturelle de la nappe avec une eau, une frange plutôt oxyque en tête, une frange plutôt anoxique en base, où on va avoir ce fer réduit. Et en exploitant, on va faire ce mélange et on va venir créer de la réactivité et générer l'oxyde de fer ou l'oxyde de manganèse et du biofilm. Donc, les enjeux dans tout ça, c'est qu'il faut, c'est un enjeu pour le bureau d'études qui dimensionne le système et qui analyse finalement les risques, c'est que dès le départ, il faut qu'on arrive à pointer donc les risques sur la pérennité de l'installation. Donc cette identification initiale des risques de colmatage, elle passe par l'analyse des données locales qui sont capitalisées, les retours d'expérience dans le secteur, on commence à en avoir pas mal, donc ça permet aussi de se dire, bah tiens, on aurait dû peut-être faire ça des choses un peu différemment, on va mettre ça comme méthode préventive en place. Et elle passe aussi donc par une phase de reconnaissance et la mise en place d'un protocole d'analyse des eaux adaptées. Donc la phase de reconnaissance, c'est si on fait un piézomètre, un forage de reconnaissance initiale, on va mettre en place tout un protocole d'analyse chimique pour bien définir la problématique, s'il y a problématique, s'il y a enjeu ou pas, et est-ce qu'on y va ou est-ce que c'est un no-go parce qu'on a 10 mg de fer et là c'est plus possible. Et à partir de cette identification, le but c'est de mettre en place finalement les bonnes pratiques au regard des risques évalués, parce que même si on identifie qu'il y a un risque, peut-être qu'à travers une bonne gestion du doublé géothermique par l'exploitant, on arrivera finalement à pérenniser le système parce qu'on a un fonctionnement qui est réfléchi. Dans ces bonnes pratiques, donc, il y a des recommandations déjà au stade initial sur le dimensionnement final des forages, les systèmes de filtration en place. On ne va pas forcément mettre une filtration à 300 microns quand on voit que toute la charge particulière elle est en dessous de 50 microns. Donc on va peut-être venir mettre en place un système de filtration qui va venir traiter cette gamme-là. Là, ce que je vous disais, donc le dispositif de rétrolavage des forages d'injection, maintenant, on l'est mis systématiquement parce qu'on voit qu'il a vraiment un effet bénéfique sur la pérennité des forages. Tout le jeu de maintien de pression qui est capital. Là, c'est des petites listes que j'avais pu mettre, mais l'inertage à l'azote qui peut avoir son sens dans certains cas, pas tout le temps. On va derrière donc aussi établir des recommandations sur le fonctionnement. Donc, par exemple, sur les aquifères classiques, on va dire voilà, à 200 mètres cubeurs, on voit qu'on génère quand même de la fine. Le débit finalement admissible, il peut être bien moindre. Donc on va venir peut-être borner pour pérenniser l'injection. Pareil sur la fréquence de rétrolavage, en fait c'est dans le suivi hydraulique des forages dans le temps, on va pouvoir peut-être voir que la fréquence de rétrolavage n'est pas assez forte, et donc on va peut-être venir augmenter cette fréquence pour pouvoir pérenniser davantage l'injectivité du forage. Et donc on va recommander un suivi hydraulique des forages géothermiques parce qu'on est quand même sur un milieu, on exploite une ressource naturelle, donc c'est pas un bouton on-off, ça a du sens quand même d'avoir un suivi et venir adapter finalement la façon dont on va venir l'exploiter, cette ressource. Et on va aussi émettre des recommandations sur le suivi géochimique des forages et de la boucle primaire, parce que derrière, on peut avoir aussi une évolution dans le temps, et peut-être une dégradation ou une amélioration des conditions chimiques de l'aquifère qui peut soit venir impacter finalement la pérennité ou soit venir finalement améliorer progressivement l'usage de la géothermie. Je crois que j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup, Luc, pour ce tour d'horizon des problématiques qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà ?
Oui, Jean-David Verne, est-ce qu'il y a des géologies qui sont plutôt favorables eu égard à ces problèmes de colmatage, c'est-à-dire des géologies dans lesquelles finalement il y a rarement des problèmes? On a vu qu'il y avait 4 catégories, il y en aurait qui soient un peu miraculeuses ou on n'aurait aucun de ces problèmes. En fait, il y a des problèmes, enfin, les problématiques, on les a observées un peu dans tous les cadres. C'est juste que, par exemple, pour la craie parisienne, dès qu'on a une productivité initiale qui peut être, qui est assez forte, avec des débits spécifiques énormes, ces forages-là sont moins enclins à perdre moins vite en productivité parce qu'on est de base avec une porosité, une perméabilité qui est assez large. Donc, on taponne finalement cet impact-là. Après, c'est plus en termes de contexte. Si chimiquement, on n'a pas de fer, on n'a pas de manganèse, et dans la craie, rien qu'autour de Boulogne, on peut avoir des zones où on n'a absolument rien et des zones où c'est problématique. C'est vraiment le contexte chimique qui va plus que la lithologie en elle-même aussi. Ouais. Donc, je vais lire la question qui a été posée par... alors, zut. Je vais y arriver. Quelqu'un dont je n'ai pas le prénom, mais qui s'appelle Ferhat Hamida, apparemment, du BRGM, Isto. Bonjour, est-ce que le colmatage biogéochimique est lié directement à la composition de la nappe d'eau, comme par exemple la teneur en fer, ou par la cinétique accélérée de la réaction de précipitation de l'oxyde hydroxyde de fer, comme bactéries de fer, autocatalyse par la surface, oxygène dissous? Alors, pour qu'il y ait colmatage en lien avec le fer et le manganèse, il faut que ces composés ils soient présents de façon réduite. Donc, qu'on exploite un aquifère initialement, qui contient ces ions Fe2+, Mn2+. C'est vrai que du coup, la réaction elle est autocatalytique. C'est-à-dire que plus on va faire du fer, plus on va avoir de dépôts d'oxyde sur les parois, plus on va créer d'oxyde rapidement, parce que du coup, on a des phénomènes d'adsorption, ça rend plus disponible le fer aux bactéries, et donc du coup, finalement, on est dans un système qui va un peu s'emballer. Donc, on va dire au départ, la cinétique, elle va s'augmenter progressivement et jusqu'à un moment où finalement on va saturer un peu les surfaces et que de toute façon on sera plus en mesure d'exploiter parce que on va mobiliser toutes ces boues qui auront précipité sur les surfaces. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est vrai que du coup il y a deux choses. Ouais. Il y a la disponibilité des réactifs, donc du fer, et cet apport en oxygène qui va se faire d'une façon ou d'une autre, et finalement la mise en place des conditions pour pérenniser cette précipitation-là. Ouais. Merci. Ouais. Pas d'autres questions dans la salle? Bon, merci Luc.